Les fraudes, les comportements immoraux sont souvent mis en avant dans l'explication des crises et dénoncés dans des films comme Le Loup de Wall Street par exemple. Pourtant, la cupidité ne suffit pas à expliquer les crises financières. On en parle avec notre invité, Christian Walter, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuaire agrégé et titulaire de la chaire Éthique et Finance du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Alors pourquoi est-ce que la cupidité n'est pas suffisante pour expliquer les crises financières ? Parce que finalement, si on considère que l'homme est cupide et avide, au fond, il n'y a rien de changé depuis que l'homme est homme, depuis Adam et Ève. Donc la question serait, dans ces conditions, pourquoi juste en 2008 et pas en 2004 ou en 2022 ? Qu'est-ce qu'il y aurait, au fond, qu'est-ce qu'il y aurait eu en plus de ces deux caractéristiques censées représenter une humanité blessée par un défaut intrinsèque pour produire la catastrophe de 2008 ? Et quelle est votre réponse à vous alors ? Et donc la réponse que moi j'ai proposée après la crise et plusieurs fois depuis et encore aujourd'hui, c'est que peut-être faudrait-il considérer d'autres motifs que les seuls motifs ou motivations affectives, donc cupidité, avidité, appât du gain, désir de s'enrichir, de faire du profit, mais également des motivations qu'on pourrait appeler cognitives ou intellectuelles, c'est-à-dire ce que les gens finalement ont à l'esprit, en tête au moment où ils décident de s'enrichir. Et parfois d'ailleurs, des gens honnêtes qui n'ont pas ce défaut de cupidité ou d'avidité pourront aussi agir de manière déraisonnable parce que peut-être ils auront en tête des choses qui les feront voir le monde de façon déraisonnable. Et alors ces choses, ce sont les modèles qui ont été construits. Alors voilà, l'idée c'est que finalement quand on agit, on a un peu deux manettes. Une manette affective, désir de s'enrichir ou désir de penser à l'autre, et une manette intellectuelle, qu'est-ce que l'on a à l'esprit comme représentation, au fond, du monde dans lequel on se trouve. Comment on se représente le risque. En montagne, quand on est sur un sentier comme une vire, est-ce que l'on pense que le risque est grand ou n'est pas grand ? Est-ce que si on court sur la vire, on va tomber ou non dans un précipice ? Comment est-ce qu'on imagine les conséquences, au fond, des actes que l'on pose dans le monde dans lequel on se trouve. Voilà. Et là, il y a une notion de représentation, donc cognitive ou intellectuelle, du monde qui n'est pas liée aux affects. Mais qui peut être lié, par contre, à des modèles mathématiques qui nous disent là, il n'y a pas trop de risques, là, tu peux y aller, etc. C'est un peu ce que vous expliquez voilà, dans vos recherches. C'est ça qu'on appelle un modèle mental, c'est au fond un modèle du monde qu'on a à l'esprit, la manière que l'on a de voir ce monde, une image du monde. Et cette image peut être plus ou moins fiable, un peu comme des lunettes ou un écran. Et en l'occurrence, l'écran peut faire écran. On peut se tromper sur le monde et à ce moment-là, on prend des mauvaises décisions. Donc alors du coup, l'éthique, c'est pas seulement la question de la cupidité personnelle, mais c'est aussi la façon dont on conçoit le modèle d'aide à la décision, celui qui permettra par exemple de distribuer des crédits subprime, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que c'est important d'avoir des actions bonnes ou justes, au sens de l'éthique des actions, qu'on appelle l'éthique déontologique, c'est-à-dire la manière d'agir bien, mais c'est également important d'avoir, on va dire, une manière de se représenter les choses qui ne soient pas trop nocives ou pas trop mauvaises, d'imaginer ce qui peut être fait en matière d'actes intellectuels bons. Et par exemple, pour les modèles dont vous parliez, en l'occurrence, la manière dont on se représente le monde économique et financier va contenir des images de ce monde qui seront plus ou moins justes, plus ou moins bonnes, plus ou moins dangereuses. C'est ça que j'appelle les modèles mentaux. Alors, ce qui est dangereux, c'est que ces modèles n'ont pas prévu de discontinuité. C'est ça ce que vous expliquez. Voilà, alors, moi, ce qui est important, c'est de dire que je ne suis pas économiste. Donc, je sais que les économistes proposent des modèles mentaux sur le monde, néoclassiques, keynésiens, post-keynésiens. Ce sont des manières de voir les choses. Ce ne sont pas, en fait, dans ces manière-là que moi je situe ce que je mets comme modèle mental. Moi je suis actuaire, donc je m'intéresse surtout aux façons de se représenter l'incertitude, les aléas, on va dire les futurs contingents, l'inconnu des choses. Donc je laisse aux économistes leur métier très compliqué, et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, qui est de savoir quoi cause quoi en matière de politique ou en matière d'économie. Je dis seulement comme actuaire, attention, car l'image que l'on se fait de l'incertitude peut aussi avoir une influence sur la prise de décision. Et là, j'aime bien citer, comme vous l'avez rappelé, cette célèbre phrase de Greenspan, qui en mars 2008 déclarait au Financial Times
nous ne pourrons jamais anticiper toutes les discontinuités des marchés financiers. Et là, c'est clair que pour Greenspan, quand il dit une phrase comme celle-là, peut-être a-t-il à l'esprit, peut-être, je ne sais pas, un modèle mental dans lequel, pour lui, le monde serait continu. Et donc, je vais revenir sur ce terme, donc si effectivement les mouvements des prix ou des marchés sont continus, de fait, lorsqu'apparaît une cassure ou une rupture, Greenspan dira « je suis sous le choc », ce qu'il a dit à ce moment-là. Parce que tout son modèle s'effondrait, et justement, donc vous dites qu'il ne faut pas se limiter à ce type de modèle. Eh bien, Christian Walter, merci pour cet éclairage. Merci.